à nos performances historiques d'une croissance de 4% hors pétrole et agriculture. On sait que l'agriculture est volatile de façon générale. Donc, la croissance moyenne, nos performances historiques, c'est autour de 4% de croissance. En effet, la croissance du PIB non agricole, donc lorsqu'on enlève la partie agricole qui est un peu volatile, la croissance du PIB non agricole a commencé sa décélération depuis 2018. Donc bien avant la Covid et la guerre russo-ukrainienne. Et cette croissance atterrira en 2024 à moins de 4% du fait de la faible croissance du premier trimestre liée à la situation politique qui prévalait. Alors, je disais tout à l'heure que nos performances historiques, c'est en moyenne de 4% de croissance. Le premier trimestre, il y a eu une forte décélération, on le sait tous, à cause de la situation politique qui a prévalu. Et la croissance va reprendre donc, pour les 3 trimestres qui suivront, mais va atterrir à une moyenne qui sera certainement 4% au moins à cause des performances du premier trimestre. Alors donc, le Sénégal en est donc au même point qu'avant 2012-2023. En ce qui concerne la croissance, il n'y a donc pas lieu de s'alarmer outre mesure. Il faut regarder l'avenir. Le plan Sénégal émergent, dans son plan d'action prioritaire 2014-2018, avait indiqué que des investissements publics massifs étaient nécessaires pour jeter les bases d'une forte croissance et les plans d'action 2018-2023, au-delà des relances post-Covid, prévoyaient que le secteur privé prenne le relais de la croissance. Tel n'a pas été le cas, étant donné la vérité des chiffres. Autrement dit, dans disons, les 12 dernières années, dans la première moitié, le premier mandat, il a été question de beaucoup investir en s'endettant pour jeter les bases d'une croissance beaucoup plus forte. Et le secteur privé devait prendre le relais. C'est vrai, il y a eu la crise de la Covid et il y a également eu la crise russo-ukrainienne. Mais disons qu'il demeure que le secteur privé n'a pas pris le relais de la croissance et le déficit budgétaire dans cette stratégie a été le double de ce qui a été annoncé. Néanmoins, la croissance a été donc en décélération depuis 2018, donc bien avant les 2 crises qui ne peuvent pas être utilisées comme prétexte de ce point de vue. Alors de ce fait, ramener notre déficit budgétaire à 3% du PIB, comme disons nous l'exigent nos engagements dans le cadre de l'UEMOA, et la dette en dessous de 70% dans un horizon raisonnable, en mobilisant nos ressources. Alors de ce fait, ramener notre déficit budgétaire à 3% du PIB, comme disons nous l'exigent nos engagements dans le cadre de l'UEMOA, et la dette en dessous de 70% dans un horizon raisonnable, en mobilisant nos ressources internes tout en améliorant la qualité de la dépense, ne devrait pas nous coûter des points significatifs de croissance. Je dis bien significatifs, à la mesure où nous revenons à nos tendances historiques. Notre projet qui vous sera présenté ultérieurement devrait nous permettre de reprendre la croissance, mais ramener le déficit à 3%, la dette en dessous de 70% du PIB dans un horizon raisonnable ne devrait pas nous coûter donc des points de croissance significatifs. Il nous faudra alors faire une revue systématique des projets et des programmes sur financement extérieur pour déterminer ceux qui doivent se poursuivre et ceux qui seront arrêtés. Ce travail est déjà en cours afin d'améliorer l'efficacité des investissements publics. Les dépenses de fonctionnement seront également rationalisées, notamment par la réduction des subventions à l'énergie, nous y reviendrons, une stricte application des procédures de marché public, la maîtrise de la masse salariale et des stratégies d'optimisation de la commande publique et d'utilisation des biens et services par les administrations. Alors, dans le souci d'améliorer la qualité de la dépense, il s'agira pour le gouvernement de protéger également les couches vulnérables par un meilleur ciblage des bourses familiales
tout en éliminant les subventions non ciblées. Je le disais tout de suite, ce point de presse n'est pas le lieu de discuter des détails du référentiel des politiques publiques, dont le premier draft en cours de finalisation circule déjà, mais il vous sera présenté le 7 octobre prochain. Je vous remercie, ministre. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie. Je pense qu'il est important que tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises mesurent la gravité des moments que nous vivons. Il est extrêmement difficile d'intéresser les Sénégalais sur des questions qui relèvent d'une certaine technicité, particulièrement quand il s'agit des finances et du budget. Mais en langage très simple, je voudrais que les Sénégalais comprennent la situation. Et il était important pour nous de dresser cette situation de référence bien avant de vous présenter le nouveau référentiel le 7 octobre. Vous ne pouvez pas faire des projections sur les 25 prochaines années si vous n'avez pas fait l'état des lieux et la situation dans laquelle vous trouvez le pays. C'est d'autant plus important que, en tant qu'acteurs politiques, nous avons promis aux Sénégalais. Nous avons mené une lutte politique pendant 10 courtes et longues à la fois années, qui ont été consacrées par l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Et nous avions promis aux Sénégalais que nous les mènerions au sommet du gratte-ciel. Et je confirme ici que par la volonté de Dieu, nous le ferons. Mais en le faisant, même si nous soupçonnions, et même si nous avions quelques éléments de preuve que la situation du pays n'était pas au beau fixe, nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient si catastrophiques. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que pensant être au premier étage, nous avions promis d'accélérer les choses pour amener le pays au sommet. Après l'inventaire et l'état des lieux, nous nous rendons compte que nous trouvons le pays au 4e sous-sol. Il nous faudra faire un effort de rattrapage qui exigera de notre part à tous beaucoup de sacrifices. Mais en langage beaucoup plus simple, c'est que le ministre vient de nous dire, c'est que les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et ont menti aux partenaires en falsifiant les chiffres publics, en donnant des données erronées, au moins sur les 3 aspects qu'il a soulevés, mais vous pouvez le considérer sur tout autre aspect, en l'occurrence ici, le déficit public, qui est au double de ce qui a été annoncé pendant tout ce temps. La dette publique, qui est 10 points plus élevée que ce qui a été annoncé. Et de manière constante d'ailleurs, de 2019 à 2023. L'exercice aurait pu remonter plus loin. On aurait su ici, la tendance avait pris départ un peu plus tôt, mais les 4 exercices nous suffisent pour voir à quel point le régime du président Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n'avait rien à voir avec la réalité. C'est d'une gravité extrême. D'une extrême gravité. Sur le 3e point, il a abordé la question du surfinancement. De manière très simple, ça veut dire simplement que les partenaires avaient accepté que le Sénégal puisse aller en termes de levée de fonds au-delà de ce qui était annuellement autorisé, en prévision du début des 4 premiers mois de l'exercice 2024,
qui, dans tous les cas, étaient des exercices incertains au regard des élections qui se profilaient. 600 milliards qui n'auraient dû être dépensés qu'à partir du 1er janvier, mais que le régime sortant a dépensé avant notre arrivée sur l'exercice 2023, ce qui est extrêmement grave. Il est important d'insister sur ce point parce que la manipulation a pour plus de 300 et quelques milliards par l'ancien régime, et au moment où on parle, nous ne trouvons nulle trace de l'utilisation de ces fonds. Ce qui est totalement faux. Ça a été utilisé et de manière injustifiée pour plus de 300 et quelques milliards par l'ancien régime, et au moment où on parle, nous ne trouvons nulle trace de l'utilisation de ces fonds. Je voudrais, avant de donner la parole à Monsieur le ministre de la Justice, saluer ici